Ça vous plaît, hein, quand vous cliquez sur ce type de vidéo là? 3 histoires d'horreur, vous connaissez la recette. Et il y en a eu pas mal en fait pendant les confinements et les couvre-feux. Bah oui, les gens creepy continuent à être creepy. Un plaisir. Déjà, petite recommandation de film d'horreur, je sais pas si j'ai déjà fait en vidéo. Hérédité, incroyable, j'ai adoré. Et Midsommar, fait par le même réalisateur, c'est son 2e film. Un autre délire, j'ai un peu moins aimé, mais les 2 films sont excellents, n'hésitez pas. Voilà, pour ceux qui aiment le délire film d'horreur et tout. Il y a un peu que ça à foutre en ce moment, mater des séries et des films. Régalez-vous. Bon, des histoires, on en lit avec Lorraine à chaque fois, hein, avant que je les raconte. Je pense pas qu'il y ait des histoires qui fassent plus peur objectivement que d'autres. Je pense que c'est juste un truc de sensibilité. Il y a certaines mécaniques qui vont faire bader les uns et pas les autres, et d'autres mécaniques vice versa. C'est un truc très subjectif, l'horreur, mais en tout cas, ça continue à me passionner. Et sortez plus de films d'horreur là, à Hollywood. J'ai besoin de frissonner. Bon, il y a le nouveau Conjuring qui arrive, j'ai hâte. J'ai très hâte. Bref, passons à nos 3 histoires du jour. On commence avec celle de Quentin. Il y a une chose à savoir dans l'histoire de Quentin, c'est que là où il vit dans son pays, tout ce qui est naturel, donc les plages, les vallées, les forêts, bah t'as le droit d'aller y camper. Alors ça vous paraît peut-être évident, mais par exemple en France, on n'a pas le droit d'aller camper où on veut. Il y a des aires de campement prévues à cet effet, et si tu vas camper ailleurs que là sans autorisation, bah t'es dans l'illégalité. Bref, par conséquent, quand il était petit avec sa famille, ils adoraient aller faire beaucoup de camping. Il partait plusieurs fois par an avec ses parents, des amis de ses parents, et donc les enfants des amis de ses parents. Ça faisait une sorte de colonie de vacances cool, et la plupart du temps, ils allaient camper sur une plage, ce que j'ai jamais fait perso. J'ai toujours été en forêt, avec les moustiques et la peur des sangliers. Et quand ils campaient sur cette plage, ils étaient jamais seuls, et il y avait même des bateaux en fait qui étaient postés tout le long de la plage, avec des gens qui passaient la journée sur leur bateau, puis qui le soir ils dormaient. Je sais pas comment on appelle ça, mais du coup c'est plus du camping. Bref, l'endroit où ils allaient camper, c'est un truc qui est très familial. Tout le monde vient avec ses enfants passer du bon temps. L'histoire que Quentin nous raconte se passe au printemps 2011. Il spécifie qu'il s'en souvient parce que quelques mois avant, ils ont adopté un chien à un refuge. Un chien qui s'appelle Parmesan. Il explique qu'ils ont adopté ce chien quand il avait 6 mois, après qu'il ait été exfiltré d'un business de combat de chiens, c'est bon? Il le décrit comme un chien hyper à l'aise avec la plupart des humains et aussi avec la plupart des autres chiens. Printemps 2011, ils décident d'aller faire un fameux camping à l'endroit habituel, mais cette fois, ils emportent pour la première fois avec eux leur nouveau chien. Malheureusement, cette fois-là, ils sont partis plus tard qu'habituellement, et donc en arrivant sur place, c'est le coucher du soleil, ou plutôt la tombée de la nuit. Alors évidemment, établir un camp quand il fait nuit, c'est hyper chiant et compliqué. Quentin et sa famille comptaient sur la lumière des bateaux et des campements aux alentours pour y voir clair eux, sauf que malheureusement, cette fois-là, il n'y a pas d'autres campeurs sur la plage. Ils sont seuls. Ça effraie pas du tout les parents de Quentin qui commencent à sortir les bagages de la voiture, qui commencent à monter la tente, en s'éclairant avec les lampes torches disponibles et dans la bonne ambiance. Comme il fait nuit et qu'ils viennent d'avoir Parmesan, Quentin, il a pas envie de le laisser se balader librement sur la plage parce qu'il y a de grandes chances qu'il le perde de vue et qu'il le perde tout court. Donc il décide pour le moment de le laisser enfermé dans la voiture. Cette plage, elle est en forme d'arc de cercle. Et tout au long de cet arc de cercle se trouve une route. Et une voiture fait le tour de cette route qui longe la plage. Rien d'alarmant, probablement une autre famille qui vient monter le camp ici, vu que c'est un spot très fréquemment utilisé parce qu'il est très beau. Mais quelques minutes plus tard, la voiture refait le tour, sans s'arrêter. Mais le père de Quentin s'en fout et continue à monter le camp. Quelques minutes plus tard, la voiture revient, sauf que cette fois, elle s'arrête le long de la route. Et elle s'arrête juste à côté de la voiture de la famille de Quentin. Et le conducteur sort de la voiture. La maman de Quentin pense d'abord que c'est probablement un mec chargé de la sécurité de l'endroit et qui vient leur demander ce qu'ils font là et qui s'assure que c'est une famille normale qui vient camper et faire des trucs normaux à cet endroit. Et puis en observant la silhouette dans l'obscurité qui se rapproche d'eux, il remarque que cette silhouette, elle marche pas correctement. Cette personne, elle marche comme marcherait quelqu'un qui est ivre ou qui est drogué. Quentin et ses parents sont intrigués, son père tend donc sa lampe torche vers la silhouette pour mieux voir, et c'est là qu'ils s'aperçoivent que la silhouette, en plus de marcher bizarrement, elle a dans sa main gauche un couteau. Immédiatement, le père de Quentin tend son bras et met toute sa famille derrière lui, et dans son autre main, il tend un maillet de camping. Son père, très calme, demande d'abord à l'homme de ne pas s'approcher. Mais l'inconnu continue. Après quelques secondes, le père de Quentin perd patience et se met à crier sur l'inconnu. Et l'inconnu, lui, se met à crier sur le père de Quentin en retour. Ce qui est très peu rassurant. Quentin et sa sœur se mettent à pleurer, ils sont petits, leur père crie sur un inconnu qui lui crie dessus aussi. Tout laisse à penser qu'ils vont se battre et que vu ce que les deux hommes ont dans leurs mains, il y en a un qui va finir dans un sale état. L'inconnu n'est plus qu'à 2 mètres du père de Quentin, et là, un chien arrive en courant sur l'inconnu et lui mord au niveau du bras de toutes ses forces. Ce chien, vous l'aurez deviné, c'est Parmesan. Surpris, l'inconnu laisse tomber son couteau et il court jusqu'à sa voiture. Parmesan, lui, ne pourchasse pas l'inconnu, il reste positionné proche de sa famille. Et immédiatement, Quentin et ses parents rassemblent leurs affaires et retournent dans la voiture. Une fois dans la voiture, Quentin il réalise que si Parmesan a pu leur venir en aide, c'est parce qu'il avait légèrement laissé ouvert la fenêtre côté passager pour qu'il ait un peu d'air. Et que Parmesan, après avoir entendu 2 hommes se crier dessus, a appuyé sur la vitre avec ses pattes, ce qui a agrandi le trou et il a donc pu partir de la voiture et les sauver. C'est bon, la famille est donc de nouveau dans la voiture, ils prennent la direction de leur maison, ils veulent rentrer, ils sont choqués de ce qui vient de leur arriver, sauf que le réservoir d'essence est presque vide. En arrivant en ville, ils trouvent une station, ils s'y rendent, le père de Quentin s'approche de la vitre pour essayer de voir les horaires d'ouverture, et c'est là qu'il entend une voix lui dire « c'est fermé ».
Et cette voix, c'est celle de l'inconnu au couteau. Il est là, assis sur le capot de sa voiture, en train de panser son bras qui saigne à cause des blessures infligées par Parmesan. Et évidemment, quand le père de Quentin voit ça, il remonte dans la voiture et il trace. Il trace, mais il a toujours pas pu faire de plein d'essence et il lui reste apparemment de quoi faire 50 km. Ils prennent la route et après quelques minutes, ils voient des phares dans leur rétroviseur. Et ces phares, ils viennent de la voiture de l'homme au couteau. Il a compris que la famille manquait d'essence et il les suit. Et il va les suivre sur 40 km. Il va changer de direction à seulement 5 km de la station essence que visait le père de Quentin. La famille est soulagée, elle fait le plein en vitesse et après un long trajet de plusieurs heures à être parano et à surveiller les rétroviseurs constamment, elle est enfin de retour à la maison et pas prête d'aller camper de nouveau. Alors, on a envie de camper ou pas là? Bref, petite rencontre agaçante, on adore ça, croiser des gens avec des couteaux qui sont menaçants et qui nous hurlent dessus. Oui, j'irai pas camper à un endroit où il y a personne. C'est mort. Il est temps de passer à la deuxième histoire, c'est celle de Maya. Maya, son histoire, elle est très récente puisqu'elle est arrivée pendant le confinement. Pendant les confinements, on avait le droit de sortir pour faire de l'activité physique et c'est ce que Maya a décidé de faire parce qu'à force de rester chez elle toute la journée, elle avait besoin de se dépenser. Ce jour-là, elle va donc courir comme régulièrement dans le parc à côté de chez elle, sauf que comme elle a pas beaucoup de cardio, elle explique qu'elle est systématiquement obligée de faire une petite pause. Ce jour-là, pendant sa pause, elle regarde autour d'elle comme d'habitude et elle croise le regard de quelqu'un qui la fixe. Ça arrive de croiser le regard de quelqu'un, elle est pas affolée plus que ça, et après un petit moment, elle reprend son jogging. Mais quand elle reprend son jogging, elle voit au loin que cet inconnu se met à marcher, et il se met à marcher dans la même direction qu'elle. Après plusieurs minutes, elle regarde autour d'elle, et elle comprend que, heureusement, elle a réussi à le semer. Sauf que Maya, elle a tort. Il est 22h, Maya est de retour chez elle, elle sort de la douche, elle décide d'aller se coucher, et à travers la fenêtre de sa chambre, elle remarque des phares de voiture qui tournent dans sa rue. Maya, elle vit dans une rue très calme. Quand une voiture passe dans cette rue, c'est 95% du temps un habitant qui rentre chez lui. Sauf que ce jour-là, la voiture que Maya aperçoit, elle fait des va-et-vient dans la rue. C'est donc parfaitement inhabituel. Après plusieurs va-et-vient, la voiture s'arrête devant la maison de Maya. Et un homme côté passager en descend. Il y a donc quelqu'un qui conduit et ils sont deux. Et cet homme qui descend de la voiture, vous en doutez, c'est l'homme qu'elle a aperçu plus tôt dans le parc. Maya assiste à ça en regardant à travers la fenêtre de sa chambre et d'un coup l'inconnu lève les yeux vers la fenêtre de la chambre de Maya et croise son regard. Maya, elle se dit tout de suite que le mec est un stalker relou qui vient toquer pour la draguer. Elle décide de fermer ses stores et elle va dormir. C'est chelou! Jamais je vais dormir! Comment tu fais Maya pour t'en battre les couilles comme ça? C'est incroyable! Et évidemment, elle est réveillée un peu plus tard par un tapotement sur sa fenêtre. Ah bon? Elle ouvre les yeux et elle distingue la silhouette d'un homme, probablement le même puisqu'elle voit en contrebas les phares de la voiture de tout à l'heure. Et là, elle se dit, mais comment il a fait? Ma chambre, elle est au 2e étage. Il a escaladé le toit du rez-de-chaussée pour atteindre la fenêtre de ma chambre? C'est pas des manières, ça c'est quand même étrange. Après quelques minutes à faire semblant de dormir en restant immobile dans son lit, elle se lève, elle prend son téléphone et elle appelle la police. L'opérateur lui dit, ok, effectivement ce n'est pas normal, ne bougez pas, une patrouille est en route et elle arrive dans 5 minutes. Après plusieurs minutes, Maya elle entend un gros bruit sourd. Elle en conclut que c'est probablement le bruit qu'a fait l'inconnu en sautant de son toit. Et puis d'un coup, ça toque à la porte. Au rez-de-chaussée cette fois. Et après que ça ait toqué, une voix rassurante dit « C'est la police, vous nous avez appelé, ouvrez ». Maya descend au rez-de-chaussée, elle s'apprête à ouvrir la porte, mais avant d'ouvrir la porte, elle veut remercier et dire au revoir à l'opératrice qu'elle a toujours au bout du fil. Elle la remercie, elle lui dit que la patrouille est là et elle s'apprête à raccrocher. Mais au moment de raccrocher, l'opératrice lui dit « Attendez, la patrouille est toujours en route. Là, ce que vous venez d'entendre, c'est pas la police. Donc n'ouvrez surtout pas ». Maya, sur la pointe des pieds, remonte au premier étage et là elle va attendre de longues minutes avant que la police arrive et que cette fois les vrais policiers frappent à sa porte en disant « Ouvrez, c'est la police, vous nous avez appelé ». Cette fois l'opératrice lui dit « C'est bon, c'est bien la patrouille ». Cette fois Maya ouvre la porte et il y a devant chez elle 3 voitures de police et environ 6 policiers qui lui demandent ce qui vient de se passer et comment ils peuvent l'aider. Elle leur raconte tout, évidemment les 2 mecs s'étaient déjà barrés et dans ces cas-là la police elle peut rien faire à part faire des patrouilles les jours qui suivent pour intervenir si jamais les ravisseurs décident de revenir, mais généralement c'est pas le cas. Moi je vais vous dire un truc, quand ça toque, même si j'attends quelqu'un à une heure précise et que ça toque à cette heure précise, je regarde toujours dans l'œil de ma porte. Je sais pas pourquoi, j'ai trop peur qu'il y ait des gens qui sonnent et qui soient mal intentionnés, c'est terrible. Des fois même c'est des livreurs et je reste 10 secondes comme ça à être sûr que c'est bien un livreur. On sait jamais. Messieurs dames, c'est l'heure de la 3e histoire, c'est celle de Simon et je l'aime beaucoup parce que c'est des jeunes qui sont fans d'aventures frissonnantes comme nous, sauf qu'ils ont vécu des trucs que nous on veut pas vivre. À cette époque, Simon a 19 ans, il est dans la fleur de l'âge, il bosse chez McDo et un vendredi après le travail, il rejoint des amis à lui et comme ils sont tous un peu fans d'histoires d'horreur, il décide de se rendre à un endroit connu pour être hanté dans la région, White's Bridge. La légende raconte que dans les années 1900, un fermier local aurait pété un câble après avoir appris que sa femme le trompait et il l'aurait tué, elle et son amant. Après avoir commis cet acte impardonnable, il se serait rendu sur ce pont sur lequel il aurait, après une prise de conscience soudaine, décidé de se pendre. Simon explique que bien évidemment cette histoire est absolument fausse, mais qu'à l'époque, ils avaient 19 ans, ils étaient fans d'histoires d'horreur et ils y croyaient à mort. Et ils prennent la route en direction du pont. Et évidemment, plus ils se rapprochent de ce pont,
pont, plus c'est paumé et moins ils ont de réseau. On est en 2006 et c'est vrai que le réseau, il n'était pas aussi bien que maintenant. Bref, un dernier virage et nos amis tombent sur The White Bridge. Effectivement, on dirait clairement le pont d'un film d'horreur, il est vieux, il est usé, il fait bader. À l'entrée du pont, ils tombent directement sur un épouvantail. Dans cette bande de potes, il y a un mec qui s'appelle Mike, c'est un peu le casse-cou, c'est un peu le fêlé du groupe. Et Mike, il fait une dinguerie, il prend l'épouvantail et il l'allume avec son briquet et évidemment, ça prend feu direct. Alors oui, c'est une vraie idée de merde vu qu'ils sont sur un pont en bois, qu'en plus il a pas plu depuis un moment et que le bois est parfaitement sec. Heureusement, après plusieurs secondes, Mike s'en rend compte et il jette l'épouvantail enflammé dans la rivière et s'assure qu'il n'y ait pas de braise qui traîne sur le pont. L'exploration du pont touche à sa fin, c'est un petit pont, hein, c'est pas un truc de dingue. Mais bon, nos amis n'ont pas assez frissonné et Brandon leur dit: écoutez les gars, la légende raconte que si on garde notre voiture au milieu du pont, qu'on la met au point mort et qu'on coupe le moteur, l'esprit du fermier mort poussera la voiture vers l'avant pour le faire sortir du pont. C'est complètement con, on est d'accord, c'est complètement con. Mais vendredi soir, jeunesse, fans de légendes qui font peur, let's go. Ils remontent donc dans la voiture, ils vont sur le pont, ils mettent le point mort, ils coupent le contact et là ils se retrouvent assis dans le noir absolu, dans le silence absolu, à attendre qu'il se passe un truc. Il y a juste des bruits du pont qui grincent, des bruits de rivière qui coulent sous le pont et d'un coup, des bruits de pas. Et ils ont même pas le temps de réaliser que c'est vraiment des bruits de pas. La portière arrière gauche de la voiture s'ouvre et une femme entre et s'assoit dans la voiture. Il y a un petit silence, nos amis regardent cette femme, et cette femme leur dit qu'elle est vraiment contente qu'il soit là, parce que la voiture de son petit ami est tombée en panne, et qu'elle a besoin qu'on la ramène chez elle. Quentin et ses potes se regardent, comprennent toujours pas ce qui se passe, et ils lui disent: désolé mais déjà vous êtes qui ? Et qu'est-ce que vous foutez là? Et là, le ton de la femme change. Elle se met à leur répondre très sèchement. Elle leur dit froidement: écoutez, je viens de vous expliquer. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me conduire jusqu'à chez moi pour pas que j'ai à faire le trajet à pied? Quentin, qui conduit la voiture, croise le regard de la femme dans le rétroviseur et il se dit: il y a un blême. Et il décide de dire à la femme de descendre de la voiture et de dégager. La femme soupire, ouvre la portière et retourne en marchant de là d'où elle vient, c'est-à-dire l'obscurité. Quentin et ses potes se regardent, ils se disent: il s'est vraiment passé un truc. La voiture est toujours au milieu du pont et face à eux, il y a juste l'espace pour faire demi-tour et aussi un petit chemin qui part sur la droite et qui a l'air de mener nulle part. Ils avancent donc dans l'espace pour faire demi-tour et en regardant sur leur droite, ils voient effectivement, grâce au phare de la voiture au loin, une voiture qui a l'air d'être en panne. Et là, évidemment, ils se sentent bien cons, puisque la meuf, ils l'ont bien envoyé chier. Et c'est là que Mike leur fait remarquer un truc. La voiture au loin, elle est dans un bien trop sale état pour être simplement en panne. C'était bien du bullshit ce que cette femme vient de nous raconter. Mais alors elle voulait quoi? Quentin ne veut pas savoir, il retraverse le pont et il se casse. À ce jour, ils y sont jamais retournés, ils ont eu les frissons qu'ils cherchaient, du coup c'est bien. Ils pensent qu'elle était probablement complice d'un futur guet-apens, qu'elle voulait les emmener à un endroit, en faisant genre que c'était chez elle, sauf que c'était pas chez elle et qu'en arrivant sur place, ils allaient se faire voler la voiture ou pire, on n'en sait rien. En tout cas, il y a plein d'histoires qui ont continué à circuler à propos de ce pont, c'était vraiment une légende locale et apparemment il y a des jeunes qui, il y a quelques années, y ont foutu le feu, ce qui a mis fin à toutes les légendes d'un coup. Lui et ses amis en tout cas ont décidé de plus jamais y retourner parce qu'ils ont vraiment eu peur ce soir-là. Et putain, ils ont de la chance! Bref, j'espère que ça vous a plu, j'ai envie de mater un film d'horreur, je vais pas me priver, mais sait-on jamais, si vous avez des petites pépites à recommander, je suis méga chaud. Comme d'hab, j'aime bien vous souhaiter bonne nuit après ça. Et regardez par votre fenêtre si une voiture fait des va-et-vient, on sait jamais. Allez, bisous!